La fusée n'est pas une invention du monde moderne. Elle est connue depuis des siècles. Mais l'idée de l'utiliser pour s'affranchir des limites du globe terrestre, naguère cantonnée au domaine de la science-fiction, ne s'est concrétisée que très récemment. Et après Léonard de Vinci, après Jules Verne et beaucoup d'autres, c'est la course à l'espace, lancée au début des années 60, et l'immense effort de recherche scientifique qu'elle a engendré, qui a permis les engins extraordinairement sophistiqués d'aujourd'hui. Mais quel est le point commun entre les fusées d'aujourd'hui et les feux d'artifice de nos ancêtres? Réponse: les lois scientifiques régissant leur propulsion sont les mêmes. Ignition sequence start. Reporting from London, another German V2 missile has struck the city. We choose to go to the moon. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, Cap Canaveral, la navette spatiale s'apprête à décoller. main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Toute proportion gardée, ce lancement n'est pas fondamentalement différent des pièces d'artifice que vous pouvez tirer pour illuminer votre jardin un soir de fête. La fusée est un engin à réaction, et en tant que tel, soumise à la troisième loi fondamentale du mouvement de Newton. Toute action provoque une réaction opposée et égale. L'explosion contrôlée qui se produit dans le moteur d'une fusée engendre une réaction baptisée poussée qui fait décoller l'appareil. Mais si la fusée est un engin à réaction, tous les engins à réaction ne sont pas nécessairement des fusées. Il existe d'autres moyens de propulsion, comme les moteurs d'avion, qui sont aussi des engins à réaction. Mais ces derniers ont besoin de l'oxygène contenu dans l'air pour brûler leur carburant. La fusée, elle, transporte son propre carburant et peut fonctionner hors de l'atmosphère terrestre. Le carburant des premières fusées était une poudre noire. La première trace écrite attestant de son utilisation provient des Chinois et date de la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Lors de cérémonies, des tubes de bambou remplis d'un mélange de salpêtre, de soufre et de charbon de bois étaient jetés dans le feu. La chaleur du brasier enflammait la poudre noire, faisant exploser le tube. Ce caoutchouc, ou bambou explosif, provoquait une détonation censée effrayer les esprits malins. Il est fort possible que certains de ces tubes mal scellés n'aient pas explosé et que les bambous aient alors été propulsés par les gaz et le feu produits par la combustion de la poudre noire. Ces feux d'artifice involontaires furent les premiers engins à réaction et ce sont eux qui, sans aucun doute, inspirèrent les premières fusées. On les baptisa flèches de feu et elles devinrent des armes de guerre. La date exacte du premier lancement de fusée n'est pas établie. Mais il est en revanche certain que les Chinois ont commencé à utiliser des pointes de flèches munies de propulseurs ou d'explosifs dès le XIIIe siècle. Ces flèches de feu étaient vraisemblablement propulsées de manière traditionnelle avec un arc. Mais on ne fut pas long à découvrir que des tubes remplis de poudre noire pouvaient s'autopropulser. La roquette était née. En l'an 1232, sous la dynastie Song, les Chinois utilisent ces roquettes pour repousser les Mongols. Lors de la bataille de Kaifeng, ils ont recours à des flèches de feu munies d'une chambre de combustion pour maîtriser et orienter la poussée générée par la poudre. Cette nouvelle arme ne manque pas d'impressionner les Mongols, forcés de battre en retraite.
Ces derniers s'empressent d'intégrer cette arme à leur arsenal, utilisant la poudre noire lors de la prise de Budapest, alors appelée Pest, en 1241, et des flèches de feu de leur propre invention contre les Arabes pour conquérir Bagdad. À la fin du XIIIe siècle, l'inoffensif Paochu des cérémonies religieuses chinoises est ainsi devenu une arme redoutable. Et de bataille en bataille, l'usage de la poudre noire et des roquettes s'étend petit à petit à d'autres civilisations. Les Arabes adoptent cette nouvelle technologie et en font usage contre les armées de Saint-Louis lors de la 7e croisade. Les armées françaises s'en servent à leur tour contre les Anglais lors du siège d'Orléans en 1429. Hollandais et Allemands se lancent dans l'expérimentation de roquettes militaires au cours du XVIIe siècle. Et au XVIIIe, un colonel de l'armée britannique travaille à la mise au point de roquettes incendiaires. Ayant découvert les roquettes dans un rapport faisant état de leur utilisation contre les forces de Sa Gracieuse Majesté en Inde, Sir William Congreve décide d'améliorer leur portée et leur effet. Et à l'arsenal de Woolwich, à Londres, il élabore une roquette de 16 kg pour l'armée britannique. La roquette proprement dite est sertie dans un cylindre de fer d'1 mètre de long et de 10 cm de diamètre. Elle est lancée à partir d'un guide de 4,50 m qui assure sa trajectoire, préfigurant ainsi les roquettes modernes. Sa portée pratique est d'environ 3 km. En 1806, l'armée britannique a déjà fabriqué plus de 13 000 fusées Congreve. Les 2000 premières sont tirées depuis des navires lors du siège de Boulogne-sur-Mer. En 10 minutes, la ville devient la proie des flammes. Les guides de tir sont bientôt remplacés par des fûts de lancement, un dispositif que le Français Jean Froissart avait préconisé dès le XIVe siècle. Ces fûts améliorent la trajectoire plus qu'approximative des roquettes et peuvent en outre être montés sur trépied sur le pont d'un navire ou en eau peu profonde. Les fusées Congreve seront largement utilisées lors du conflit américano-britannique de 1812. En septembre 1814, les Britanniques bombardent Fort McHenry, près de Baltimore. Le déluge de fer et de feu est immortalisé sous la plume d'un avocat, Francis Scott Key. Ces vers, qui allaient devenir les paroles de l'hymne américain, décrivent avec éloquence l'éclair brillant des bombes éclatant dans les airs. Mais malgré toute sa violence, cette attaque est un échec pour les Britanniques. Les Américains adoptent la roquette lors de la guerre contre le Mexique. 20 ans plus tard, au moment où débute la guerre de sécession, confédérés et unionistes disposent de brigades de roquettes. Ironie de l'histoire, le site de la manufacture de roquettes des sudistes se trouve alors à Houston, au Texas, à quelques kilomètres du futur centre spatial de la NASA. Au cours des premières décennies du XXe siècle, la popularité de la roquette en tant qu'arme de guerre commence à décliner. Les progrès en matière de radiotransmission ont rendu les fusées de signalisation obsolètes. Et l'énorme artillerie déployée lors de la Première Guerre mondiale a une portée plus importante, un potentiel de destruction plus élevé et suscite une peur bien plus vive que n'importe quelle roquette de l'époque. Dans le domaine militaire, elles ne servent plus guère que de fusées éclairantes et de fumigènes. Les débuts de l'aviation relancent quelque peu les roquettes. Mais les engins d'alors sont faits de toile et de bois
et monter des roquettes sur leurs ailes pour pouvoir les tirer depuis les airs est donc une entreprise risquée. Les ballons d'observation allemands font néanmoins les frais des roquettes de l'aviation française, même si ces dernières sont encore bien loin des missiles d'aujourd'hui. Pendant ce temps, aux États-Unis, un certain Robert Goddard travaille à la mise au point de roquettes de combat à courte portée. Le lance-roquettes qu'il présente à l'armée de terre américaine en 1918 tire des projectiles de 75 mm. C'est le précurseur du bazooka qu'on utilisera lors de la Deuxième Guerre mondiale. Professeur de physique à l'université de Clark à Worcester, dans le Massachusetts, Goddard s'est intéressé aux roquettes à un moment où ces dernières se trouvaient dans une impasse technologique. La roquette à combustible solide était limitée par des méthodes de guidage rudimentaires et les problèmes d'allumage de son composé à base de poudre noire. Le travail de Goddard en matière de guidage gyroscopique et de système à carburant liquide lui vaudra le titre de père des roquettes modernes. Il est difficile de dire ce qui est impossible, car le rêve d'hier est l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. Ainsi parlait Robert Goddard, scientifique optimiste par nature. En 1919, il publie une analyse mathématique de potentiel des carburants liquides pour fusées, intitulée « Méthode pour atteindre des altitudes extrêmes ». Il devient aussitôt la risée du monde scientifique et rejoint les visionnaires au banc de l'infamie. Et Dieu sait si l'histoire fourmille de gens dont les théories ont été rejetées, simplement parce qu'elles contredisaient les idées de leur époque. Au XVIe siècle, l'astronome polonais Nicolas Copernic publie un manuscrit dans lequel il affirme que la Terre, la Lune et les planètes tournent autour du Soleil. En 1616, le Saint-Siège condamne officiellement les thèses coperniciennes. Pour l'Église, c'est la Terre qui est le centre de l'univers. Un autre astronome, Galilée, partage les idées de Copernic et les prend comme base de travail. Il rédige un ouvrage reprenant la théorie de la révolution copernicienne, ce qui lui vaut d'être condamné à la prison à vie pour fort soupçon d'hérésie. Il avait rencontré beaucoup moins de critiques lors de la publication de ses observations sur la Lune, faites grâce à un télescope en 1610. Ses travaux sur le système copernicien finiront malgré tout par être acceptés par ses confrères, et sa peine sera commuée en assignation à résidence. Au cours d'une de ses expériences antérieures, Galilée avait constaté que la vitesse d'un corps en chute libre n'est pas proportionnelle à son poids. Quelques siècles plus tard, David Scott, un des astronautes d'Apollo 15, lui rendra hommage à sa manière. Well, in my left hand I have a feather. In my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought, where would be a better place to confirm his findings than on the moon? So we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Listen, Mr. Galileo was correct. Galilée meurt en 1642, mais pas ses théories. Cette même année voit la naissance d'un autre scientifique, Isaac Newton, qui va faire la synthèse des observations de divers astronomes et formuler en termes mathématiques la quasi-totalité des mouvements de notre univers. Newton fut sans conteste un génie, et son apport aux principales disciplines des sciences et des mathématiques reste fondamental. Mais contrairement à nombre de ses prédécesseurs, son œuvre fut reconnue de tous de son vivant.
Il devint d'ailleurs le premier savant à être anobli par la reine d'Angleterre en 1705. Selon la légende, Newton découvrit le principe de gravitation en voyant une pomme tomber d'un pommier. Malgré sa grande clairvoyance, il n'arriva aux conclusions que l'on connaît sur le fonctionnement de l'univers qu'après des années d'études en physique et en mécanique céleste. Son but était d'expliquer toutes les formes de mouvement qu'il pouvait rencontrer. Il voulait traduire en termes mathématiques le fonctionnement de tous les phénomènes observables, du monde qui l'entourait jusqu'aux planètes dans la voûte céleste. Mais Newton ne forgea pas sa réputation à partir de rien. Il sut à la fois reprendre le travail de ses prédécesseurs et échanger des idées avec les savants de son temps. Il fut notamment influencé par les travaux de l'astronome allemand Johannes Kepler, dont il reformula les lois sur les mouvements des planètes, décrivant les orbites, les vitesses et l'éloignement des corps célestes par rapport au Soleil. En appliquant au mouvement planétaire ses propres lois sur la gravitation, Newton permit aux astronomes de définir la course des satellites naturels. Un des plus grands succès du génial anglais est d'avoir perçu que la gravité terrestre s'étendait jusqu'à la Lune et venait s'opposer à la force centrifuge de l'orbite lunaire. Robert Hooke, contemporain de Newton, discute avec ce dernier de la mécanique orbitale. Selon Hooke, les forces centripètes qui attirent les planètes vers le Soleil correspondent au carré inverse de leur distance par rapport au Soleil. Mais il ne peut le prouver en termes mathématiques. Edmund Halley, astronome de son état et qui finança un temps les recherches de Newton, lassé des théories infondées de Hooke, demande à Newton de les traduire en équations mathématiques. À la stupeur de Halley, ce dernier lui rétorque alors que c'est déjà fait. Il a déjà calculé l'interaction des planètes, mais a égaré ses notes. À la requête de Halley, Newton se remet donc au travail et élargit sa réflexion, ce qui donne les principes mathématiques de la philosophie naturelle, ou tout simplement Principia. Publié en 1687, cet ouvrage est considéré comme le plus important travail scientifique jamais effectué. Cinq ans après, Newton, en proie à une dépression nerveuse, cesse toute recherche scientifique pour présider la Royal Society à Londres. Parmi ses innombrables apports à la science, figurent ses 3 lois sur le mouvement, élaborées en 1666. Elles s'énoncent comme suit. Tout corps persévère dans son état de repos, sinon pour autant qu'il est contraint à changer cet état par les forces qui lui sont imprimées. Le changement de mouvement est proportionnel à la force motrice imprimée et se fait selon la ligne directe dans laquelle cette force est imprimée. Il y a toujours une réaction contraire à l'action et égale à celle-ci, c'est-à-dire que les actions mutuelles de 2 corps sont toujours égales et dirigées en sens contraire. Au moment où Newton achève son œuvre scientifique, on expérimente en Europe les roquettes destinées à un usage militaire ou à des feux d'artifice. Pour la première fois, la nature même de la propulsion a été exprimée en termes mathématiques. Et les 3 lois sur le mouvement de Newton vont devenir le fondement de toutes les améliorations apportées aux roquettes, puis aux fusées. Les feux d'artifice, avec leur bruyante explosion de feu et de lumière, paraissent copier les roquettes à usage militaire. Rien d'étonnant à cela, puisque la pyrotechnie est elle aussi dérivée de l'invention chinoise de la poudre noire.
En Europe, les Italiens furent parmi les premiers à adopter cette poudre lors de cérémonies officielles. Puis, sous le règne de Louis XIV, les Français apportèrent beaucoup à l'art de la pyrotechnie. Enfin, de l'autre côté de l'Atlantique, en 1776, John Adams, le deuxième président des États-Unis, proposa de fêter l'indépendance américaine avec des feux d'artifice, idée qui est depuis devenue une tradition. La composition des feux d'artifice est restée la même depuis des siècles. 75% de nitrate de potassium, 15% de soufre et 10% de charbon de bois. Cette poudre noire permet à la bombe de s'envoler et d'exploser, créant une gerbe de lumière dans le ciel. On utilise aujourd'hui deux types de bombes pour les feux d'artifice. Bombes cylindriques en Europe et aux États-Unis, et bombes rondes, dites en chrysanthème, en Extrême-Orient. Dans les deux cas, les bombes sont de diamètre similaire et sont en général tirées avec un mortier. Les bombes sont propulsées lorsque la charge de poudre située à leur base est enflammée. Cette charge de poudre allume également une espolette située dans la bombe. Celle-ci se consume jusqu'à atteindre la charge d'expansion placée au centre de la bombe. Quand la bombe atteint son altitude maximale, la charge d'expansion la fait voler en éclats et met le feu à des éléments qui brûlent en donnant différentes couleurs. On les appelle étoiles ou comètes. Les bombes européennes et américaines sont remplies d'étoiles, qui donnent une grande variété de lumière et de formes. Mais les bombes peuvent aussi contenir à la place des étoiles plusieurs grammes de poudre produisant des flashs de lumière ou des détonations. Ces bombes, appelées marrons d'air, provoquent un gros éclair de lumière et un boom retentissant. Enfin, les bombes peuvent également se diviser en plusieurs compartiments, chacun accueillant sa propre charge explosive et ses étoiles. Quand un des compartiments explose, il met le feu à l'espolette qui le relie au compartiment adjacent. Ainsi, un seul tir peut occasionner plusieurs explosions de feux d'artifice. Dans les bombes chrysanthème, les étoiles sont disposées en cercle autour d'une charge de poudre noire placée au centre. Lors de l'explosion, les étoiles s'enflamment et sont propulsées de manière à donner différentes formes dans le ciel. En fonction de la taille et de la composition chimique de l'étoile, on obtient un flash lumineux ou une traînée de clarté persistante. Cette dernière peut même changer de couleur si l'étoile contient plusieurs composés chimiques colorants. Ce sont en effet les composants chimiques qui déterminent la durée et la couleur du feu. L'utilisation de résines avec des métaux comme l'aluminium, le magnésium ou le titane occasionne des feux brefs générant des températures élevées. Ce sont ces métaux qu'on utilise dans les marrons d'air. Les grosses particules de charbon de bois et de fer se consument moins rapidement, dégagent moins de chaleur et produisent des teintes dorées. Un petit nombre de composés chimiques suffisent à produire l'infinie variété de couleurs des feux d'artifice. Le strontium produit les rouges, le barium les verts et le chlorure de cuivre les bleus. Fireworks by Grucci est une des rares entreprises familiales fabriquant des articles pyrotechniques aux États-Unis. Les Grucci sont originaires de Bari en Italie et fabriquent ces articles depuis 1850. Leurs feux d'artifice ont servi à célébrer des investitures de présidents, des mariages de gens de la jet-set, ainsi que le centenaire de la Statue de la Liberté et celui du pont de Brooklyn. Conformément au souhait du président Adams, cette entreprise permet à l'Amérique de célébrer le 4 juillet grâce à une profusion de feux dans tout le pays. Elle compte 30 salariés à plein temps. Mais en été, le nombre d'employés augmente grâce aux centaines de saisonniers qui prennent la route pour aller présenter des spectacles à travers l'Amérique.
Dennis Knepper, enseignant de son État, tire lui aussi des feux d'artifice pendant l'été. Cette année, il officiera 2 soirs de suite au Veterans Memorial Stadium à Philadelphie, en Pennsylvanie. Voici une bombe de 15 cm. Elle est conçue pour monter à 200 mètres d'altitude. Sa charge à la base est de la poudre noire, laquelle est allumée par un contact électrique et elle est propulsée en l'air. À ce moment-là, l'espolette placée dans la poudre va s'enflammer. 2 à 3 secondes plus tard, quand la bombe sera à son apogée, elle explosera, libérant des étoiles dans un rayon d'environ 200 mètres. Dennis et son équipe utilisent des tubes métalliques pour orienter la bombe lorsqu'elle est soumise à la première loi du mouvement de Newton. Dans la plupart des cas, la trajectoire est fonction de l'angle d'inclinaison du mortier. Si le spectacle se fait à partir du sol, on le place à la verticale. Si on le fait à partir d'une barge, on a plus de marge et on va s'étendre davantage dans le ciel. Mais sur Terre, avec des bâtiments et les spectateurs, on reste dans un rayon de 150 à 200 mètres, sinon on risque de sortir du périmètre de sécurité. Si la bombe n'explose pas, il ne faut pas qu'elle risque de retomber dans la foule. La gravité et le vent modifient la course des bombes avant qu'elles ne retombent au sol. Les membres de l'équipe sont responsables de la sécurité des spectateurs, des bâtiments environnants et de leur sécurité personnelle. Il ne faut pas que ce câble passe par-dessus cet autre tube. Si je le laisse comme ça, lorsque cette bombe se déclenchera, elle risque de brûler le câble, empêchant cette bombe de partir. Donc je le mets sur le côté. Et je le fixe avec un bout d'adhésif sur le flanc de ce tube-là. Comme ça, il ne gêne plus. On est ainsi quasiment sûr que cette bombe ne gênera pas le tir de celle-ci. Les bombes de 15 cm sont les plus grosses du spectacle d'aujourd'hui. On en a des plus petites, des 12,5. Voilà. Et encore des plus petites, des 10 cm. Mais il en existe des plus grosses. Des 20, 26, 30. Les 30, c'est à peu près aussi gros qu'un ballon de basket et ça pèse une dizaine de kilos, dont 500 grammes de poudre noire. Plus l'action initiale est importante, plus la réaction est forte. Et la réaction, c'est en l'occurrence la projection de la bombe. Voici une batterie de bombes de 7 cm et demi. Ce sont des marrons d'air à base de titane, ceux qui font boum lors du bouquet final. Avec ça, 10 à 12 bombes partent à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Parfois, jusqu'à 100 bombes peuvent être tirées d'un seul coup. C'est une vraie réaction en chaîne. Les batteries du bouquet final sont recouvertes d'aluminium pour éviter tout allumage intempestif pendant le spectacle, car il y aura beaucoup de débris incandescents qui vont retomber. Si une flamèche venait à tomber dans le tube, cela pourrait faire partir les bombes plus tôt que prévu. Tandis que la foule assiste à un match de baseball, Dennis surveille le vent. La direction du vent est notre souci premier. On doit surveiller les flamèches et évaluer l'endroit où les enveloppes des bombes vont retomber. Le vent peut souffler dans un sens dans le ciel et dans un autre au sol. Il faut donc qu'on surveille les débris qui tombent et risquent de toucher la foule. Pendant la rencontre de baseball, une bombe est tirée. But de l'opération, vérifier tout changement dans le sens du vent avant le spectacle. Si le vent souffle trop fort en direction du stade ou vers les résidences à côté du parking, le feu d'artifice sera annulé. Dans le stade, des milliers de fans de baseball savourent ce week-end très American style. Avec au menu baseball, hot dog, bière et bientôt feu d'artifice. Le spectacle vu de la casemate de tir est toujours impressionnant. Les techniciens peuvent à la fois apprécier le bon déroulement du show et surveiller le tir des bombes.
Si un problème survient au niveau du tir ou de la trajectoire des bombes, le spectacle est immédiatement interrompu. C'est ici qu'arrivent tous les câbles. Le technicien responsable du tir reçoit les instructions par ce casque. On lui dit « tire le 1, le 2, le 3 en séquence numérique ». Il appuie sur les boutons correspondants, le signal électrique va jusqu'à la bombe et la fait partir au moment voulu, en rythme avec la musique. C'est un spectacle à déclenchement manuel et le technicien peut donc l'interrompre à tout moment en enlevant ses mains de la machine. Tout s'arrête, il n'y a plus d'autre tir. Après 2 jours d'intense préparation, la partie la plus agréable du travail est sur le point de débuter pour Dennis et son équipe. Que le spectacle commence. Les bombes à poudre noire tirées pour le 4 juillet descendent en ligne directe des caoutchoucs chinois et comme eux obéissent aux lois sur le mouvement énoncées par Newton. Mais à la fin du match, la foule qui envahit peu à peu le terrain pour assister au feu d'artifice se moque éperdument des flèches de feu et des lois de la physique. Elle attend impatiemment de voir le ciel s'illuminer de 1000 couleurs, d'entendre les explosions et d'applaudir à tout rompre le bouquet final. Les premières flèches de feu, malgré leur manque de précision, avaient pour vocation d'effrayer l'ennemi par une débauche de flammes et de bruit. Et nul n'est mieux placé pour percevoir l'analogie entre les spectacles pyrotechniques d'aujourd'hui et les requêtes de guerre d'antan que l'ordonnateur de ce spectacle grandiose. Être derrière la casemate pendant le feu d'artifice, c'est un peu comme être à la guerre. On entend plein de grosses explosions. Les déflagrations, quand les bombes partent, même les plus petites, font un raffut terrible. Les flammes qui sortent des mortiers font jusqu'à 2 mètres. La bombe part haut dans le ciel et explose juste au-dessus de nos têtes. C'est nous qui sommes le plus près des explosions et c'est plutôt mouvementé. Et parfois ça fout la trouille. Mais on s'amuse beaucoup. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous font ce boulot. On aime ça, être juste en dessous, sentir l'odeur de la poudre, les explosions, les lumières, les couleurs, et surtout les ovations de la foule. Ça vous flanque des frissons d'entendre les gens hurler, des millions de gens qui crient « Ah !» tous en même temps. Ça vous file la chair de poule. La fameuse poudre noire chinoise, après avoir fourni à l'homme un nouveau type d'armes et de dignes moyens de faire la fête, allait connaître au XXe siècle une nouvelle carrière, basée sur la physique newtonienne et directement inspirée des premiers rêves de voyage dans l'espace. Au XIXe siècle, la science-fiction fait fureur, avec pour principal objet la Lune. En 1835, Edgar Allan Poe envoie un de ses héros imaginaires en ballon sur la Lune à la rencontre de ses habitants. La même année, le New York Sun publie une série d'articles de fiction dans lesquels on raconte la découverte au télescope de créatures lunaires.
Le premier écrivain qui décrit un véhicule spatial fonctionnant sur le principe de la réaction est Achille Hérault. En 1863, il raconte un voyage à destination de Vénus. Mais les écrits les plus conformes aux connaissances scientifiques de l'époque sont De la Terre à la Lune et Autour de la Lune de Jules Verne, respectivement publiés en 1865 et 1870. Les calculs et les descriptions de l'écrivain sont des plus précis pour l'époque. Dans De la Terre à la Lune, il décrit un projectile de forme conique conçu pour accueillir 3 passagers et tiré à partir d'un canon géant. Le mécanisme conçu par Jules Verne pour envoyer ses voyageurs de l'espace dans la Lune mesure 900 pieds de long, avec un calibre de 9 pieds et des parois de 6 pieds. La seule faiblesse technique se situe au niveau du canon. Aucun humain ne pourrait survivre à un pareil lancement. Dans son ouvrage, Jules Verne décrit les effets de l'apesanteur et imagine même des rétrofusées permettant au véhicule spatial de maintenir sa trajectoire lors de sa révolution autour de l'astre lunaire. Le train de projectile, représenté sur cette illustration, pressent avec une précision étonnante la taille des fusées qui, un siècle plus tard, enverront effectivement des hommes sur la Lune. Hormis la méthode de lancement, De la Terre à la Lune est à bien des égards une singulière prémonition de ce que seront les missions Apollo. Jules Verne s'était trouvé un public en exploitant ses propres connaissances scientifiques et l'engouement du public pour la Lune. La NASA ne fera pas autre chose à partir de la fin des années 60 et tout au long des années 70. Et si elle n'envoya pas ses astronautes avec un canon géant, elle choisit comme lui la Floride comme base de lancement, sans oublier de rendre hommage à Newton le moment venu. I told Michael you guys are up there, and he said, "Who's driving?" That's a good question. I think Isaac Newton's doing most of the driving right now. Les 104 ans qui séparent Jules Verne et ses histoires merveilleuses du fantastique voyage d'Apollo 11 furent consacrés à l'étude et l'expérimentation de la propulsion. Le progrès déterminant résidant dans l'utilisation de carburant et comburant liquide au lieu de la traditionnelle poudre noire. Konstantin Tsiolkovsky, un enseignant russe, grand admirateur de Jules Verne, sera le premier théoricien à prôner l'envoi d'un appareil dans l'espace avec un carburant liquide. Auteur de science-fiction, il dessina les plans d'une multitude d'engins spatiaux, mais sans jamais en construire aucun. Tsiolkovsky travaille sur la propulsion par fusée entre 1903 et 1926. Époque où la propulsion à réaction connaît un plein essor dans un monde fasciné par les machines. Ce bateau fonctionne en pompant de l'eau grâce à un moteur et en envoyant celle-ci à travers 2 conduits situés de part et d'autre de la coque. Ces jets commandent à la fois la direction et la puissance de la propulsion. De telles expériences dans le domaine du déplacement, grâce à la réaction, ne se cantonnent pas au monde maritime. La propulsion des fusées qui, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, n'ont plus guère la cote en tant qu'arme de guerre, devient de plus en plus populaire parmi les inventeurs, qui cherchent à se déplacer par tous les moyens possibles et imaginables. Certains, comme Tsiolkovsky, ont lu Jules Verne. Ils ne souhaitent pas seulement voyager sur l'eau ou sur terre, mais veulent aussi lancer des fusées dans les airs. En Allemagne, le Club de la Fusée publie un magazine mensuel, Die Rakete. On y détaille toutes les possibilités offertes par ces engins. Hermann Oberth, l'un de ses membres, écrit aussi des livres contenant des plans de fusées. Les connaissances théoriques d'Oberth
lui valent de travailler comme consultant sur le tournage du film de Fritz Lang, La femme sur la Lune. Mais Lang n'a pas besoin de tout le savoir d'Aubert, et la fusée construite pour les besoins du film ne prit jamais l'air. Grâce à cette publicité, la popularité du club de la fusée ne fait que croître. Et en Allemagne, comme en Amérique, de plus en plus d'inventeurs se penchent sur la propulsion. Envoyer une fusée sur la Lune n'est encore qu'un rêve. Et rassembler des fonds pour expérimenter la propulsion de ce genre d'engin n'est pas chose facile, ni de ce côté de l'Atlantique, ni de l'autre. La plupart des membres du club sont considérés comme des excentriques, et leurs idées grandioses ne rencontrent guère que scepticisme. Attitude d'autant plus compréhensible qu'à l'époque, personne n'a encore pu construire une fusée capable de voler sur plus de quelques centaines de mètres. Et seuls de rares individus sont en mesure de pressentir le potentiel de tels engins. Pour la plupart des gens, ces prétendus savants qui veulent envoyer des machines sur la Lune sont autant de professeurs Nimbus s'encourageant mutuellement dans leur délire. Un des pionniers de l'histoire de l'espace va pourtant recevoir des fonds pour ses recherches. Robert Goddard, le père des roquettes modernes. Homme très discret, il conduit ses expériences dans un endroit reculé au fin fond du désert du Nouveau-Mexique et refuse d'adhérer à la Société interplanétaire américaine. Pendant ce temps, les scientifiques allemands du domaine aéronautique sont en quête d'applications pour leurs recherches afin de rassembler des fonds et de pouvoir poursuivre leurs travaux. La publicité faite autour du film de Fritz Lang est donc la bienvenue, tout écho positif se traduisant par une vague d'adhésion au club de la fusée. Et qui dit plus d'adhérents, dit plus de fonds pour les matériaux et la construction. Mais ce secteur recherche et développement coûte cher, car les fusées ont une fâcheuse tendance à exploser. Les premiers essais se soldent souvent par des pertes matérielles et des blessures plus ou moins graves, quand les cobayes désignés ou les pionniers volontaires n'y laissent pas purement et simplement leur vie. C'est le besoin de publicité qui aboutit à la conception de la première voiture propulsée par fusée. En 1928, un Allemand, Fritz von Opel, fabricant de voitures et membre du club de la fusée, adapte un de ses véhicules avec un certain succès. Les expérimentations s'étendent même jusqu'à la luge, avec un succès à peu près aussi retentissant. En septembre 1928, près de Francfort, Opel expérimente un planeur mu par fusée, le deuxième jamais construit. Il est propulsé par 16 fusées à carburant solide, générant une poussée de 400 kg. L'appareil atteint la vitesse de 150 km/h. Mais la fusée n'a pas encore trouvé de débouché approprié et reste un moyen beaucoup trop dangereux et inefficace pour propulser une voiture ou un avion.
Reynold Tillings propose d'utiliser de petites fusées pour distribuer le courrier sur les îles éloignées au large des côtes allemandes. Sur la fusée postale qu'il a construite à cet effet, les lettres sont placées dans le nez de l'engin. Au point le plus haut de sa trajectoire, des ailerons montés sur ressort se déploient pour freiner sa descente. D'une certaine façon, la fusée postale est un succès, mais l'astronautique a besoin d'applications plus sérieuses. Avec les progrès effectués dans la conception de moteurs à carburant liquide, la fusée devient de plus en plus puissante, et les altitudes auxquelles elle parvient sont de plus en plus élevées. Robert Goddard met au point les réservoirs à carburant et à oxygène, les turbines et les chambres de combustion nécessaires à la construction de fusées de haute altitude. Car pour lui, cet engin reste le plus approprié pour les recherches dans l'espace. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, il parvient à construire la première fusée à carburant liquide. Première également à utiliser la stabilisation gyroscopique, à embarquer des instruments de mesure scientifiques et à dépasser la vitesse du son. À sa mort en 1945, Goddard a déposé plus de 200 brevets en aéronautique. En Allemagne aussi, la mise au point de fusées à carburant liquide connaît un essor considérable. Dans le courant des années 30, le club de la fusée s'est tourné vers l'armée pour obtenir des fonds. La marine et l'armée de terre allemande se frottent les mains en découvrant la puissance de destruction de ces fusées. En 1938, cette Winkler HW-2 est présentée à la marine. Mais elle ne fait pas très bonne impression. L'armée de terre observe ensuite la démonstration du fonctionnement des premières fusées de transport et d'un autre engin qui deviendra tristement célèbre, le V2. La boucle est enfin bouclée pour ce concept vieux de plusieurs siècles. Après s'être à l'origine propagée d'Extrême-Orient jusqu'en Europe en tant qu'arme de combat, la fusée retrouve au XXe siècle une application guerrière en permettant de répandre la terreur depuis le ciel. De la poudre noire et des roquettes de Congreve au système pyrotechnique équipant les V2 allemands, le potentiel peu à peu révélé de cette technologie a toujours essentiellement résidé dans son utilisation. Mais chaque progrès rapprochait un peu plus le moment où l'homme pourrait enfin s'affranchir des limites terrestres grâce à la puissance des fusées.